Journal Combat, 30 décembre 1944. Ne jugez pas. J'entends faire un peu partout le procès de la résistance et des résistants. Ce sont de grands coupables. Ils s'attribuent le mérite d'une libération qui n'est due qu'aux Alliés. Ils courent à toutes les places, ils vivent de haine et d'injustice. Je vois aussi qu'on les défend parfois, et qu'on dit alors qu'ils ont eu du mérite, et qu'ils ont beaucoup souffert. Tout cela est dans l'ordre. Il n'est pas un seul sacrifice au monde qui n'ait été un jour insulté et ravalé. Mais je crois que souffrir et mériter ne sont pas des titres exceptionnels dans un monde où l'on était bien obligé de choisir la souffrance et le mérite, si l'on voulait seulement rester un homme. Simplement, les résistants ont un titre de plus que je n'ai jamais vu assez souligné. Ils ont choisi dans la solitude. Et pour ceux qui n'apercevraient pas les extrémités où cela les a menés, je voudrais parler ici d'un drame insupportable qui déchire aujourd'hui tous ceux d'entre nous qui en ont connaissance. Beaucoup d'hommes de la résistance ont connu un de leurs camarades qui commença à lutter contre l'Allemand dès 1941. Il avait choisi le plus difficile. Il organisait en zone nord les sabotages ferroviaires. Recherché en 1942, il devait passer en zone sud. Arrêté par Vichy, il traînait 13 mois en prison, au sortir desquels il prenait un poste important dans les mouvements unis de résistance, à l'organisation des sabotages. À ce poste, il ne se contentait pas de commander. Il exécutait lui-même. Il était de tous les dangers. C'est alors qu'il fut arrêté, en même temps que des chefs très importants de la résistance, près de Lyon, à un rendez-vous que très peu d'hommes connaissaient. À cause des personnalités capturées, le coup porté à la résistance était très dur. 15 jours après, notre camarade reparaissait cependant, disant qu'il s'était évadé. Une partie de ses compagnons le soupçonna dès lors de complicité avec la Gestapo. Une autre partie, la plus grande, lui maintint sa confiance. Pourquoi ? Il est difficile de le dire. S'il était facile alors de l'éprouver, une certaine poignée de main, les gestes du courage, la vérité d'un regard. Ceux qui lui firent confiance n'eurent jamais à s'en repentir. Jusqu'à la libération, malgré la souffrance morale où le mettait une suspicion qu'il ne pouvait ignorer, cet homme a continué son travail et servi admirablement la cause de son pays. Depuis la libération, il occupait un poste officiel dans un de nos ministères. Rien n'était changé, sinon que ceux qui l'entouraient pouvaient remarquer chez lui une nervosité croissante, de brusques assombrissements qui le mettaient près des larmes. Il y a 1 mois, cet homme était arrêté par la sécurité militaire. Et ses camarades, stupéfaits, étaient informés qu'il avait avoué et que c'était lui, en vérité, qui avait livré le rendez-vous à la Gestapo. Mais dans le premier mouvement de leur colère, ils apprenaient que leur camarade avait été arrêté peu avant le rendez-vous, que sa femme s'était peut-être trouvée aux mains de la Gestapo, et que, par la torture ou le chantage, on avait obtenu qu'il parlât. L'histoire était dès lors facile à reconstituer. Un combattant, après des années de services irréprochables, cède une seconde à la douleur ou à l'angoisse. Il reprend ensuite sa place, et personne ne pourrait dire si c'est par désespoir ou dans une pensée de réparation. Pendant de longs mois, il a vécu avec son acte et la pensée de ceux qui payaient de longues souffrances ce court instant où il avait cédé. Pendant de longs mois, il a continué d'accomplir un devoir dont il ne se sentait plus digne.
Aujourd'hui il est arrêté, demain il sera jugé. J'ai peu de choses à ajouter à ce simple récit. Rien d'autre au fond qu'une question. Qui osera juger ? Il y avait entre les hommes de la Résistance un serment jamais exprimé et selon lequel chacun s'engageait à être plus fort que la torture. Ce serment était nécessaire. Mais s'il n'était pas exprimé, c'est que tous savaient les limites de la douleur et qu'aucun homme avant la torture ne peut savoir s'il est lâche ou non. C'est pourquoi ce serment était seulement celui que chaque combattant se faisait à lui-même dans la solitude. La plupart l'ont tenu. Les bourreaux ont été vaincus. D'autres ont été moins forts. Je sais qu'il serait facile de les charger. Mais je veux dire très haut qu'aucun homme de la Résistance n'accepterait de les condamner. Car si, comme tant d'autres, ils étaient restés chez eux, s'ils n'avaient pas choisi le chemin le plus difficile, ils seraient, aujourd'hui, vivants et respectés. Certes, les chemins difficiles demandent des fidélités supérieures. Mais il est des heures et des souffrances où l'homme n'est plus lui-même, où la raison devient démence et l'orgueil supplication. Les combattants de la Résistance savent bien qu'ils vivaient dans l'appréhension de cette minute, non pour la douleur qu'elle présageait, mais parce qu'elle pouvait leur apporter ou le mépris d'eux-mêmes, ou la paix invincible des cœurs restés fidèles. Non, cet homme ne relève pas de notre justice. Il ne relève que de sa propre justice. Un tribunal officiel pourra peut-être le frapper demain, mais au plus profond de nous-mêmes, nous le saurons innocent. Et s'il revenait enfin dans une vie qui plus jamais n'aura pour lui le même goût, nous lui offririons notre main et notre silence. Non seulement parce qu'il est allé jusqu'au bout d'une épreuve inimaginable, pendant qu'une foule d'hommes dormait ou jouissait au milieu des plus affreux malheurs, mais aussi parce que nous savons tous que cette lutte implacable, commencée dans la solitude, lui a apporté pour finir la plus terrible des condamnations, celle qu'on porte sur soi-même, et justement dans la solitude.